et bienvenue dans notre nouveau numéro du Grand Débrief de la transition énergétique. J'accueille aujourd'hui Henri Buzy-Cazaux, membre du Conseil national de l'habitat. Henri Buzy-Cazaux, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été invité car vous êtes un acteur majeur de la transition énergétique puisque vous êtes membre du Conseil national de l'habitat, plus familièrement connu sous l'acronyme CNH. Pourriez-vous nous dire votre rôle au sein de ce CNH ? Un mot déjà sur le rôle du CNH. C'est une sorte de petit parlement. On y retrouve toutes les parties prenantes du logement. Associations de consommateurs, organisations professionnelles, experts à des titres divers, personnalités qualifiées. Et le CNH a deux missions. Il doit être consulté sur tous les projets de texte concernant le logement, que ce soit un projet d'arrêté, un projet de décret ou un projet de loi. Et on reçoit même d'ailleurs des députés ou des sénateurs qui déposent des propositions de loi, de manière volontaire. Un avis est obligatoire, ça veut dire que ces textes ne peuvent pas être signés, engagés dans les circuits sans que le CNH ait eu un droit de regard et porté un avis consultatif, mais un regard important. Et deuxièmement, on s'auto-saisit de sujets que nous estimons cruciaux. Aujourd'hui, il y a 6 groupes de travail, par exemple, qui sont en train de rendre les uns après les autres leur rapport, structurer la filière des diagnostiqueurs immobiliers, mais aussi relancer l'accession à la propriété, mais aussi territorialiser les politiques du logement, parce qu'il y a un projet de loi qui se prépare. Voilà. Donc, on ne nous demande rien sur certains sujets, alors on s'autosaisit. Alors, mon rôle, je fais partie de ce lot des personnalités qualifiées, comme on dit, c'est-à-dire qu'avec la plus grande liberté, fort de l'expérience que j'ai, presque 35 ans dans ce secteur, eh bien, j'interviens dans les débats, je contribue aux avis qui sont portés, aux réflexions qui sont menées avec la plus grande indépendance. Je suis aux côtés notamment d'universitaires, de chercheurs et à côté des institutions que j'ai évoquées tout à l'heure. Justement, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce CNH, étant donné que vous n'êtes pas parlementaire, vous êtes président d'un institut privé ? Alors, déjà, j'y ai été nommé. C'est-à-dire que j'ai été identifié, comme les autres personnalités qualifiées, comme pouvant apporter quelque chose. Le ministre a souhaité que j'y sois, plus exactement d'ailleurs la ministre, puisque c'était Emmanuelle Wargon. Nous sommes en voie de renouvellement. Je crois que je serai renouvelé pour 3 ans. J'apporte mon indépendance de manière très très évidente. Et puis aussi, c'est vrai, il y a des sujets qu'il faut aujourd'hui mettre en perspective. On a l'impression qu'ils tombent ici et maintenant. La transition environnementale, par exemple, moi je travaille dessus depuis les lois Grenelle 1 et Grenelle 2, 2007-2008. Tout à fait. Je dirigeais la FNAIM à l'époque, j'avais signé le premier accord avec Jean-Louis Borloo, comme les autres fédérations, pour avancer sur ce sujet. Parce qu'on le rappelle, la transition énergétique, ça ne date pas d'aujourd'hui, finalement. Mais pas d'aujourd'hui. On en parle dans ce pays de manière pionnière, grâce au président Chirac, qui a estimé que la France devait être motrice là-dessus. Donc ça fait 15 ans. Alors bien sûr que l'histoire s'accélère. Et elle s'accélère parce que le dérèglement climatique s'accélère. Tout à fait. On l'imaginait très loin. Le dérèglement climatique, on l'a tout le temps à nos portes. Ce sont des inondations. Très loin, voire utopique. Bien sûr, utopique. On se disait c'est une fiction et donc on ne va pas faire grand-chose, mais on va quand même en parler. C'est fini. Donc justement, vous avez parlé tout à l'heure de diagnostic immobilier, on va en parler. C'est notre sujet, un des sujets phares. Vous savez qu'aujourd'hui, le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique, c'est le cœur du réacteur pour l'amélioration de l'habitat, mais aussi la préservation de nos ressources. Et j'ai cru voir que vous avez pu présenter de la part du CNH, via le CNH, des propositions pour structurer cette filière qui est trop souvent décriée. D'abord, elle est très jeune, cette filière. Finalement, elle existe depuis que le premier diagnostic a été créé par le législateur, et c'était le mesurage CARES. On voulait connaître le contenu finalement des logements qu'on achetait. À l'époque, on comparait ça au contenu d'un pot de yaourt. On disait on sait ce que c'est quand on achète un aliment pour quelques euros et on ne sait pas ce que c'est quand c'est un logement. Mettre de la transparence, de la clarté, de l'information. Et ce mouvement, il ne s'est
plus arrêter et il ne s'arrêtera plus. Et donc on a ajouté l'un après l'autre des diagnostics obligatoires pour savoir de quoi on parle quand on loue un logement, quand on achète un logement. Ce DPE, aujourd'hui, c'est l'un des diagnostics qu'il faut fournir pour connaître un logement. Cette filière, elle existe donc depuis moins de 20 ans, de manière très structurée. Vraiment, a commencé à structurer avec les certifications des diagnostiqueurs qui sont intervenus au cours de l'année 2007. Absolument. 2007. Donc c'est un métier très récent. Alors il faut la structurer. La structurer de quelle manière? D'abord, elle a dans les mains des logiciels qui sont fabriqués par l'État et qu'elle doit savoir utiliser. Il y a donc une part de responsabilité qui est du côté de l'État, et puis la filière doit être formée. Il y a un sujet de manque de formation. Il faut voir comment on parle. Il n'existe pas de formation initiale pour être diagnostiqueur. Il n'y a pas un BTS, une licence ou un master. Je parle comme président d'école. C'est un métier de reconversion pour l'instant. En quelques semaines, en quelques mois, pour ceux qui le font le plus sérieusement, on devient diagnostiqueur venant de notre secteur, technique ou pas. C'est très bien qu'un secteur soit ouvert, mais il faut aussi des filières qui construisent des professionnels extrêmement solides. Ça, c'est un sujet. Autre sujet, il n'y a même pas d'existence sociale, il n'y a pas de convention collective. Donc le traitement social des collaborateurs dans les entreprises diagnostiques, il est très inégal. Il y a ceux qui vont être bien traités, bien payés. Il y a une question d'ailleurs de rémunération et de prix des diagnostics. Il y a un dumping dans ce métier-là. Est-ce que ce n'est pas finalement cela le fond du problème que vous venez de citer précédemment? C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a pas de filière initiale pour devenir diagnostiqueur immobilier, mais étant donné que c'est un métier qui a fort turnover, parce qu'effectivement il n'est pas très rémunérateur, parfois ingrat, trop souvent décrié, on n'a pas la vocation d'être diagnostiqueur immobilier quand on a fini sa classe de terminale post-bac. C'est peut-être aussi pour ça, finalement, qu'il n'y ait pas de filière, parce que ça n'intéresse personne de faire carrière, peut-être, dans le diagnostic immobilier. Ce que vous dites est très juste et c'est très violent. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on appelle un métier? C'est quelque chose qui est identifié et qu'on a envie de faire. Bon. On a envie d'être journaliste, on a envie d'être médecin, d'être policier, d'être créateur d'entreprise. Bon. Et donc, il y a des formations pour. Quand un métier n'a pas face à lui des filières de formation initiale, au fond, il n'existe pas. Voilà. La reconversion, ça ne suffit pas. Et ça va ouvrir des perspectives. En effet, il faut que demain, un jeune qui est en terminale, qui va passer son bac, se dise « je veux être diagnostiqueur ». C'est-à-dire que ce soit un corps de compétences identifié, qui ait une dignité professionnelle, une reconnaissance professionnelle, et qu'on ait envie de dire « eh bien moi je fais un bachelor dans une école privée ou une licence dans une université pour être diagnostiqueur ». Mais est-ce qu'au préalable, il ne faut pas revaloriser en fait ces prestations, je parle cette fois-ci d'un point de vue tarifaire, pour pouvoir financer tout ça? Évidemment. Parce que vous validez un master ou une licence, il y a une grille de salaire. Je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde les salaires moyens des diagnostiqueurs immobiliers, ça ne fait pas rêver. Il faut se le dire clairement. Un problème a été que le diagnostic, depuis le mesurage Carrez, donc depuis finalement très longtemps, ça fait 25 ans, a été perçu comme quelque chose qui venait s'ajouter encore aux obligations lorsqu'il fallait vendre, lorsqu'il fallait louer. Et finalement, le diagnostiqueur a été perçu comme un parasite dans la chaîne de valeur. Je pèse mes mots, un parasite dans la chaîne de valeur. J'ai le souvenir encore récent du notaire qui, arrivant en fin de signature, tourne en dérision le paquet de feuilles. Parfois qu'il n'est même pas lu, il faut se le dire clairement. En faisant en sorte d'ailleurs de dire que ce n'était pas la peine de le lire, que lui, bien sûr, il avait parcouru, c'était sa responsabilité, mais que tout ça, c'était des tracasseries, et tout le monde en plaisantait. J'ai toujours été indigné de ça, parce que ce n'est pas des tracasseries, c'est la transparence, la connaissance du produit et la prévention du risque. Vous savez, quand on vous dit que vous êtes en zone inondable, alors ça peut faire rire. Et puis quelquefois, ça ne fait pas rire du tout. Quand on vous dit que vous avez des risques finalement de destruction de votre bâtiment parce que des parasites, d'effondrement, des mérules. Alors, bien sûr qu'on peut en plaisanter. Il n'y a aucune raison. Quand on va faire un examen médical et qu'on vous dit que vous n'avez rien, on ne vous dit pas, écoutez, franchement, je le savais. Non, on n'a pas fait pour rien. Donc, on a tourné en dérision ce produit qui est le diagnostic, la connaissance,
qui est la base de tout. Noble et donc, là pour lutter contre l'insécurité, totalement. La santé, les tarifs ont suivi, évidemment, puisque quelque chose qui ne vaut rien ne doit pas coûter cher, si je puis dire. Aujourd'hui, moi, je trouve indigne qu'un diagnostic de performance énergétique soit estimé valoir 45 € lorsqu'il y a la campagne de rappel par Emmanuel Vargon des DPE, parce que le moteur fait par l'administration n'était pas le bon. On fait repasser pour 100 000 diagnostics des diagnostiqueurs, et l'État dit on va le prendre en charge à hauteur de 45 €. Il y a eu une négociation, ça s'est fini à 60 €. Mais quelle honte, je le dis très clairement, de se dire le travail de diagnostiqueur qui va peut-être passer 2 heures plus de déplacement minimum pour bien faire son boulot, prendre des informations, puisqu'aujourd'hui il faut savoir les travaux qui ont été faits par exemple, il faut téléphoner au syndic, etc. Et bien ça vaut 45 €. Et derrière il faudrait une valorisation de la profession. Non, moi je dis très clairement que le DPE probablement vaut-il plutôt 3 fois ça. J'ai pas d'état d'âme pour le dire. Et il faut que les ménages le comprennent. Vous vous indignez du fait que le notaire tournerait en dérision le diagnostiqueur, mais mettez-vous à la place du consommateur qui a payé 200, 300, 400, 500 € pour quelque chose qui n'est même pas lu lors de la signature de l'acte final. Totalement. Qu'est-ce qu'il pense, le consommateur, quand il voit ça? Le consommateur, justement, on accrédite chez lui la thèse que c'est une tracasserie administrative de plus, c'est augmentatif du coût de la transaction, comme on dit, et que bon, voilà, une fois de plus, ça ne servait à rien. C'est faux. Il y a évidemment, non pas une utilité, mais un caractère indispensable à la transparence. Quand on achète un bien, ou qu'on le loue, c'est-à-dire que 40% de son pouvoir d'achat, en gros, va être mis dans le bien. Dans les deux cas, ça va tourner à peu près à ça. Est-ce qu'il n'est pas normal de savoir exactement ce qu'on a dans les mains ? Les travaux à y engager. Aujourd'hui, l'enjeu du DPE, qu'est-ce que c'est ? C'est pas de savoir si on est performant. Les travaux qu'il va falloir faire pour redresser la performance. Combien ça va coûter ? Combien ça va coûter ? On sait très bien aujourd'hui que dans un logement en copropriété, le coût va être, fourchette large, selon l'importance du logement, etc., entre 20 et 50 000 € à engager. C'est-à-dire, dans un certain nombre de cas, 10% du prix du bien. Il faut quand même être au clair avec ça. Exactement. Et le banquier, d'ailleurs, aujourd'hui, il exige d'y voir clair. Il ne va pas vous financer, sachant que derrière, notamment si vous devez louer le logement, vous allez en rajouter, peut-être vous surendetter. Tout à fait. Il exige d'y voir clair. Dépasser les 35% d'endettement. Évidemment. Il va peut-être des fois exiger même un deuxième DPE pour avoir un avis contradictoire. Mais on commence à voir les banquiers ne s'intéresser, ça c'est très intéressant parce que c'est un point clé. En France, les prêts immobiliers, ils sont personnels, c'est-à-dire ils sont attachés à l'examen de la situation de la personne. Exactement. On va regarder vos revenus, votre épargne, etc. En fait, juridiquement personnel, le prêt est en train de devenir réel, comme on dit, c'est-à-dire attaché au bien. Aucune banque ne se désintéresse absolument. Alors que pendant des dizaines d'années, j'allais dire des centaines d'années, les banques en France n'avaient aucun intérêt pour le bien en se disant, quel que soit le bien, nous ce qu'on veut savoir c'est si la personne continuera à avoir ses revenus. Et là, bien sûr que la nature du bien et l'exigence en travaux vont compter. Mais dans tout ce que vous venez de dire là, est-ce qu'on ne peut pas légitimement pointer l'absence de communication par les pouvoirs publics autour de ce DPE ? Peut-être via des spots publicitaires, des interventions télévisuelles des responsables parlementaires ou ministériels sur ces sujets-là. Est-ce qu'on peut peut-être pas pointer du doigt ce manque de communication? Je vais aller un peu plus loin que vous. Quand le DPE est né en 2006, il avait une valeur informative. Et les pouvoirs publics, je parlais de Jean-Louis Borloo, présidence de Jacques Chirac, bref, ces personnalités-là voulaient qu'il y ait une information sur les biens. Mais pour que très vite, on en vienne au redressement de la qualité énergétique. Et donc, petit à petit, d'informatif, il est devenu prescriptif, le DPE. Et opposable. Il est opposable depuis 2 ans. On a caché ça au public. On a voulu que ce soit indolore. Alors, indolore, c'est bien, mais en réalité, c'est mensonger. Il n'est plus indicatif, il est beaucoup plus exigeant que ça. Au point que, si vous me montez sur un DPE, parce que vous êtes un propriétaire investisseur, et moi je loue votre logement, je peux très bien demander la résolution du bail. Je peux dire, on m'a trompé sur la marchandise, je ne veux plus habiter là. Bon. Ou une correction du loyer. En tout cas,
c'est ça opposable. Vous me vendez un logement qui est classé D sur le papier, en fait il est G, je l'ai payé 350 000 euros. Il y a trop de prix sur la marchandise. Évidemment, je vais me retourner contre le notaire, contre l'agent immobilier s'il y en a un, et contre vous, je veux dire, moi je ne suis pas d'accord avec ça. On revoit le prix ou vous me reprenez le bien. Donc, chose sérieuse, et j'ai le souvenir encore de l'interview de la ministre Emmanuelle Wargon à l'époque, interrogée sur l'opposabilité. Et elle glisse en conférence de presse et elle dit ça ne va rien changer. Mais si, ça change tout, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on parle de choses sérieuses désormais. Quand vous allez au laboratoire chercher le résultat de votre analyse, ce n'est pas indicatif. Et le médecin, si vous avez quelque chose de très grave, il va vous convoquer. Et il va vous dire, vous faites ça parce que vous êtes en danger. C'est ce qui est fou, c'est que le diagnostiqueur produit un document qui est opposable. Bien sûr. Et qui est facturé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 30, 40, voire 5 euros sur certains marchés publics. Je veux dire, c'est quand même hallucinant. Ah, mais c'est tout à fait anormal. Et la responsabilité du diagnostiqueur, alors au sens où il faut qu'il soit assuré en responsabilité civile, professionnelle. Ce qui lui coûte encore de l'argent. Oui, ce qui coûte de l'argent. Qui justifie aussi une partie de la prestation. Vous savez, on parlait des médecins. Les médecins ont une assurance à RCP sur des enjeux énormes qui leur coûte très très cher. Et bien dans le prix de la consultation, il y a un morceau qui est pour ça. Donc très clairement, le diagnostiqueur est une personne clé aujourd'hui qui assume ses responsabilités. De plus en plus, quand il va devoir vous indiquer des travaux, c'est déjà le cas, et dans l'audit énergétique, ce sera encore plus fin. Si ces travaux ne sont pas les bons, si elles ne conduisent pas à faire monter de 2 lettres alors qu'on vous l'a promis, vous pourrez vous retourner contre le diagnostiqueur. C'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Il y a une jurisprudence, heureusement, parce qu'il ne faut pas se réjouir des conflits, réduite pour l'instant, mais elle va aller croissant, cette jurisprudence. C'est une évidence. Donc, parmi les propositions du CNH, pour être très pragmatique, c'est professionnalisation de la filière à travers la création d'une filière, on va dire, initiale, en plus de la filière continue qui existe déjà, créer éventuellement une branche convention collective identifiée. Ça signifie qu'il faut aussi que cette profession, elle ait une déontologie très forte. Vous savez, quand les enjeux sont très importants aujourd'hui, je mets les pieds dans le plat, des diagnostiqueurs tous les jours sont tentés par des propriétaires, peut-être même par des professionnels immobiliers pour améliorer leur diagnostic. Surtout au prix c'est facturé. Donc c'est très tentant d'aller oui, bien sûr, chercher, vous avez raison. Comme on le dit familièrement, ce petit billet point important, pour aller dans le prix d'une prestation, il y a l'indépendance. Je suis d'accord avec vous. La partialité et l'indépendance, c'est le cœur du réacteur du métier de diagnostic. Quand on gagne assez bien sa vie, on peut dire non à une tentation de dérive. Bon. Aujourd'hui, il faut que la déontologie soit parfaite, il faut davantage de contrôle. Cette filière, elle le souhaite. Quand vous écoutez les organisations professionnelles, il y en a 3 essentiellement, elles sont d'accord sur tout ce qu'on vient de dire. Elles sont d'accord pour dire plus d'exigences envers nous. Elles jouent d'ailleurs déjà ce rôle-là comme elles peuvent, mais elles veulent que l'État impose un certain nombre de choses. Ils ont envie de grandir. Voilà. Tout à fait, mais justement, par rapport à ça, il y a des ajustements qui vont encore intervenir sur les DPE, notamment sur les bâtiments de très petite surface. Oui. On parle des bâtiments des studios ou des F1 de moins de 30 mètres carrés. Mais vous voyez, ces changements successifs, donc là, le changement à venir, il est assez légitime parce que les petites surfaces, c'est 35% des classes F et G. Exactement. Et pour la plupart d'entre elles, vous avez déjà une bonne isolation, du double vitrage, un système de chauffage relativement récent. Vous êtes classé F parce que vous avez un ballon d'eau chaude qui vient vous plomber la note. Et l'histoire du DPE, c'est aussi de dire qu'est-ce que je fais pour améliorer cette note. Et dans ce cas de figure que je viens de décrire, il n'est plus possible d'améliorer la note, vous êtes isolé, vous êtes en double vitrage, vous avez un système de chauffage récent. Donc c'est une aberration pour laquelle les fédérations, en partenariat avec les pouvoirs publics, essayent d'y remédier. Mais vous voyez, c'est stop and go, c'est changement. Ça fait perdre la tête à tout le monde, les professionnels d'abord et l'opinion publique qu'on est en train de perdre. Je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'il ne fallait pas bien plus en amont
structurer ça avant d'ouvrir les vannes et de dire voilà, le DPE c'est le cœur du réacteur pour réussir la transition énergétique dans le bâtiment. D'abord, vous avez raison, tout ça trouble l'opinion, trouble les professionnels de la transaction. Tous les mois, il y a quelque chose en fait. À un moment donné, il faut peut-être à un moment donné dire stop, quoi. Mais je dirais quand même deux choses. Une chose indulgente et une chose qui n'est pas. La chose indulgente, c'est que tout ça, c'est très nouveau, c'est très complexe. Il y a des ingénieurs, des techniciens de haut niveau qui travaillent beaucoup sur ces moteurs, bon. Et puis qui peuvent se tromper, se planter, il faut un peu d'indulgence. On est en train de construire les outils pour estimer, pour améliorer, bon. Les technologies d'ailleurs aussi. Mais là où je serai dur, c'est que le dialogue entre les pouvoirs publics et les hommes de l'art, les diagnostiqueurs typiquement, hein, mais aussi les gens du bâtiment, ce dialogue n'a pas été assez fort. Je crois qu'aujourd'hui, ça a été bien compris. Et quand on a fait, par exemple, le premier DPE qu'il a fallu rappeler, hein, comme il y a des rappels par les constructeurs automobiles, parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'administration avait travaillé sans écouter, sans consulter les diagnostiqueurs, la filière. Il faut consulter les gens qui vont appliquer, utiliser, qui mettent les mains dans le cambouis. On s'épargne des erreurs. Lorsque vous voyez aussi, il n'y a pas que le problème des petites surfaces, on va en découvrir d'autres. Et on va malheureusement accentuer ce que vous dites. C'est l'arbre qui cache la forêt, hein, on est bien d'accord. On a un problème avec les appartements des derniers étages des immeubles, ou à l'inverse avec les rez-de-chaussée. On a des problèmes avec les immeubles d'avant 48. Exactement. On s'aperçoit qu'il y a un autre problème, c'est que vous avez un mécanisme qui a été choisi de dégradation de la note par défaut d'information. Si vous n'avez pas les infos... Parce que la qualité d'un DPE, c'est aussi le nombre d'informations qu'on vient y ajouter dans le logiciel et les documents qu'on peut se faire fournir par le propriétaire ou le bailleur. Donc déjà, il y a bien sûr le travail que le diagnostiqueur va accepter de faire ou pas pour aller chercher les infos. Très concrètement, vous savez, vous passez un coup de téléphone au syndic, hein, il vous répond pas, alors peut-être que vous le faites une deuxième fois, ça arrive. Et tout ça, effectivement, pour 65 €, je ne sais pas si je vais passer 10 coups de fil, je ne sais pas si je vais me déplacer au bureau du syndic. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dégrader, j'ai le droit, moi je n'ai pas eu les informations, je dégrade le bien. Je descends d'une lettre ou de 2 lettres. Alors ça, c'est un problème. Bon, certains disent qu'il faut en revenir sur les petites surfaces, au DPE, sur facture de consommation, parce qu'au fond, c'était déjà une info. Si on résume ce début d'émission avec tout ce que vous venez de dire, échange très intéressant et très riche, on parle souvent du prix du DPE au final. C'est peut-être ça le fond du problème. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'envisager une mise en place de tarifs planchers? Bonne idée, mauvaise idée, et on pourra conclure là-dessus pour le chapitre du diagnostic immobilier. Dans le groupe de travail, on a évoqué ce sujet-là, on a auditionné l'administration, on a auditionné les professionnels. Vous avez aujourd'hui des professionnels qui disent, et je le comprends, c'est votre intuition, hein, votre question en tout cas, est-ce qu'il ne faut pas se protéger avec des tarifs réglementés? Un minimum, parce qu'en dessous, ça ne va pas être de la qualité, ça ne va pas être sérieux. Moi, je pense que si la profession n'arrive pas à s'organiser, à avoir assez de crédit, au sens moral, pour faire monter les tarifs au bon niveau, pas pour les rendre inaccessibles, mais au bon niveau, vu les enjeux, rendez-vous peut-être dans 1 an ou 2, à ce moment-là, le devoir des pouvoirs publics, il y a des professionnels qui sont prêts à l'accepter, ce sera de se protéger contre le dumping et contre la disqualification en quelque sorte des DPE, parce que les enjeux sont trop lourds. On ne peut pas demander à un ménage sur des choses pas sérieuses, sur du vent, d'engager 40 000 € de travaux pour lesquels le ménage va s'endetter 10 ans. On ne peut pas le faire. Voilà, hein, il faut renvoyer les choses à des réalités sérieuses. Les propriétaires de maisons individuelles, parfois, c'est 80 000 € qu'ils vont devoir engager pour qu'on leur dise, mais finalement, c'était pas certain. On ne peut pas faire ça. Donc, moi, je dis, mettons à l'épreuve la filière, qu'elle se structure sous le regard des pouvoirs publics, peut-être 2 ans probatoires. Les prix doivent augmenter. Et puis, si ça ne marche pas dans 2 ans, décision à elle donc de relever ce challenge Absolument. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous dire que je suis un libéral, je suis pour que les professions soient mises devant leurs responsabilités avec l'aide des pouvoirs publics. Voilà, qu'il y ait cette souplesse. Je n'aime pas les oukases, mais quand il le faut,
le devoir de l'État, c'est évidemment d'en arriver là, et on l'a déjà vu dans l'histoire. Alors pour clore ce chapitre du diagnostic immobilier, vous connaissez le concept de l'émission du Grand Débrief, c'est aussi donner la parole aux professionnels. Donc nous avons justement un professionnel qui vous adresse sa question, c'est le moment de notre question pro. Ne pensez-vous pas que les conflits d'intérêts entre agences immobilières et diagnostiqueurs, qui pour la plupart pratiquent le commissionnement, peuvent pousser à un manque d'impartialité et des dérives concernant la justesse des diagnostics réalisés? Sujet crucial. Je ne souscris pas à la plupart qui fonctionneraient avec le commissionnement. Je ne le souhaite pas, mais je pense qu'il y a une proportion, oui, et trop importante. Cette indépendance diagnostiqueur, elle doit évidemment être au cœur du sujet. Alors ça veut dire être payé suffisamment pour pouvoir être indépendant et dire non à des tentations. Ça veut dire aussi que ceux qui proposent ces solutions-là, agents immobiliers par exemple, ou administrateurs de biens, s'ils sont détectés, doivent être sanctionnés très sévèrement. Parce que vous savez l'enjeu, on parle de la transition environnementale, mais le diagnostiqueur, celui qui va vous dire aussi, par exemple, si il y a du plomb dans vos peintures, santé, le saturnisme. Santé, sécurité. Vous savez ce que c'est l'enjeu? L'enjeu, c'est un enfant qui va lécher un mur, une plainte, et qui va mourir. Voilà. Il faut mesurer le rôle du diagnostiqueur. Cette indépendance, il faut la préserver. Il est hors de question qu'on puisse acheter un diagnostic. Bien sûr que les tentations existent aujourd'hui pour économiser 30 000 € de travaux, mais on ne va pas faire une économie. On va en réalité entrer dans un jeu terrible et qui peut entraîner même sur des questions plus graves, l'amiante, le plomb, la mise en danger d'autrui, d'un locataire, de ses enfants. Il faut être intransigeant là-dessus. Oui, le problème existe. Ne nous cachons pas que le problème existe. J'espère que ce n'est pas la majorité des diagnostiqueurs qui cèdent à ça. Mais certains l'avouent, masqués, et ça renvoie à une question financière. Est-ce que ça ne rentrerait pas dans le cadre d'un durcissement des professions immobilières, d'un encadrement plus drastique des professions immobilières ? Les donneurs d'ordre, si je puis dire, ça va être les professions de la transaction ou de la gestion, qui ont partie liée avec les diagnostiqueurs. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui est la loi Hoguet, la loi de janvier 70, qui ne cesse d'être renforcée. Je pense aujourd'hui que, notamment, un texte qu'on attend depuis 10 ans, qui est la création d'une commission de discipline, il faut absolument que ce texte intervienne. Oui, il faut un renforcement du contrôle de l'éthique, de la déontologie, des prestations des administrateurs de biens et des agents immobiliers. C'est le début du problème. Et en face, il faut que les diagnostiqueurs eux-mêmes aient cette rigueur éthique, déontologique pour dire non. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de transaction avec la morale professionnelle. Donc, même si on dit qu'il y a des raisons d'argent, quand il faut dire non, il faut dire non. Donc on l'aura compris, gros challenge pour cette filière et cette profession qui est le diagnostic immobilier à venir. Challenge passionnant, construction d'une profession qui aujourd'hui est devenue essentielle. Voilà. Tout à fait. Alors on va parler maintenant du marché de l'immobilier proprement dit. Il y a un mot qui fait peur, enfin du moins dans l'opinion publique, un mot qui a été lâché, telle une bombe justement, c'est le mot bombe sociale. Ça a été lâché sur les réseaux sociaux, sur des grandes chaînes de télévision. Qu'appelez-vous bombe sociale? Quels sont les signes qui montrent que nous couvons une bombe sociale? Déjà, moi je revendique l'expression. Il y en a aujourd'hui qui prennent leur distance, qui disent oh là, c'est des grands mots, mais je vais vous définir la bombe sociale. Globalement aujourd'hui, il y a 40% des ménages qui ne trouvent pas de réponse en matière de logement, que ce soit une location, que ce soit l'acquisition d'un logement ancien ou d'un logement neuf, 40%. Bon. Voilà, et les chiffres d'effondrement, des ventes, des locations en attestent. Alors, un pays dans lequel une petite moitié des ménages ne trouvent pas de réponse à des événements de la vie, il y en a 5 pour lesquels on change de logement, c'est naissance, décès, un couple qui se forme ou qui se sépare et la mobilité professionnelle. Quand vous n'avez pas de réponse, c'est d'une violence extrême. Et à la clé de tout ça, il y a des risques de troubles sociaux.
faut être très très clair là-dessus. Je ne veux pas qu'on ait des discours de riches. Vous voyez, on se parle aujourd'hui, voilà, on est bien installé. Moi, j'ai un logement, j'espère que c'est votre cas. Au même moment, il y a des ménages, des familles, des individus qui sont en désarroi. Un étudiant qui n'arrive pas à se loger. Quand vous voyez qu'à Lyon, 80% des places de camping au moment où on parle, nous sommes en décembre, sont occupées par des étudiants qui n'ont pas trouvé de logement, c'est un souci. 1 an pour trouver un studio à Paris Il faut 1 an pour trouver un studio à Paris. Vous avez des files d'attente de plusieurs années pour trouver un logement HLM. En région Île-de-France, nous y sommes doublement des demandeurs HLM, 800 000, il y en avait 400 000. Bon, je veux dire, si ça, c'est pas une bombe sociale, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Mais paradoxalement, on a les mises en chantier qui sont en train de souffrir, de sombrer d'une manière, on va dire, sans précédent. Ouais. Et est-ce que la réglementation environnementale 2020 ne porterait pas une responsabilité comme l'a été la réglementation thermique 2012, qui a été mise en application au 1er janvier 2013, qui a juste après fait frein aux mises en chantier? Alors, je ne partage pas votre avis, mais ce qui sous-tend votre question est juste la question des normes, des obligations techniques, technologiques qui n'ont cessé de s'ajouter depuis 30 ans. C'est venu enchérir le coût des logements et le décrocher du pouvoir d'achat des ménages. Alors, cette norme RE 2020, elle est nécessaire. Je dis juste, il faut s'arrêter là maintenant. Il faut une pause normative. On fabrique des logements qui sont rappelons-le, remarquables. Est très ambitieuse déjà. Très ambitieux, et par rapport à d'autres pays, très ambitieux. Donc, une pause. Vous savez que sur un promoteur qui construit, pèse, au moment où on parle, 6 000 normes. 6 000 normes, dont la RE 2020. Ces 6 000, probablement, on pourrait les ramener à la moitié. Il y a des normes qui s'empilent, qui se contredisent. Et on ferait baisser le coût de production du logement et le prix final probablement de 10%, de 10 à 15%. Alors voilà, c'est un sujet. La question des normes est un sujet. Il y a eu le sujet de l'inflation des matériaux depuis maintenant 2 ans, qui est venu encore en rajouter. Et effectivement, on a un problème aujourd'hui de grippage de la machine à fabriquer des logements, oui. D'après ce que vous venez de dire, donc les réglementations thermiques ou environnementales ne seraient pas des freins, en fait. Ça ne viendrait pas en faire, entre guillemets, couler le marché de la construction, mais viendrait faire ressortir à la surface des problèmes qui étaient déjà c'est tout à fait ça. Depuis tant d'années. C'est une goutte d'eau qui fait déborder un vase, mais qui était déjà plein, quoi. Voilà. Ce n'est pas cette norme, moi, que je montrerai du doigt. C'est beaucoup d'autres qu'il faut simplifier. Alors, typiquement, il y en a une qu'on est arrivé à simplifier il y a quelques années. Ça a pris 20 ans. C'est la norme personne à mobilité réduite, handicapée. Le fait du handicap doit être évidemment pris en considération. Mais quand on vous dit qu'il faut que tous les logements fabriqués soient accessibles à des personnes à mobilité réduite, on sait que la proportion de la population PMR, heureusement, n'est pas de 100%. Tout à fait. Elle est élevée, elle flirte avec les 20%. Et donc, on a dit qu'il faut une norme telle qu'il faut de l'ordre de 20% de logements dans un immeuble qui soit accessible. Voilà, du pragmatisme, il faut en remettre d'urgence, et aussi d'ailleurs dans les procédures d'instruction des permis de construire, de délivrance des permis de construire, les risques attachés au recours. Aujourd'hui, vous avez des promoteurs qui mettent 4 ans avant de pouvoir lancer un chantier parce qu'il y a des recours infondés, parce que voilà, on veut obtenir de l'argent de la part du promoteur. Il faut serrer les boulons là-dessus. On n'a plus les moyens de ne pas produire de logements. On va finir cette année 2023 avec une production de logements qui est probablement en dessous de 300 000, alors qu'il faudrait 450 à 500 000 logements très largement produits. en dessous. Voilà. Alors, pour conclure ce sujet très important de bombe sociale, des solutions de la part des pouvoirs publics, une prise de conscience déjà? Oui, la prise de conscience, elle est tardive. Moi, je la vois aujourd'hui. Je vois qu'on a un ministre, notamment nouvellement nommé, juillet dernier, qui est lucide. C'est un élu local. Monsieur Patrice Vergrit. Patrice Vergrit. Et tout ce qu'on vient de dire, il le voit, il le vit. Au sommet de l'État, au-dessus de lui, ça n'était pas le cas. Et ça n'est toujours pas vraiment le cas. La gravité de ce qui se passe, vous voyez le chiffre que je vous donne, moins de 300 000, il faudrait 500 000. Je crois que Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron ne le pensent pas.
Et pourtant, les chiffres sont là. Il y a des besoins, on n'y répond pas. Les 40% de ménages qui n'ont pas de solution, je crois que le président Macron ne le voit pas. Voilà. Eh bien, ça, c'est terrible. On a un avocat désormais, mais ça fait pas très longtemps, au gouvernement, qui est Patrice Vergrit. Alors, il a remporté quelques succès. Un prêt à taux zéro qui a été élargi, qui est un gros booster pour construire, pour les primo-accédants. Mais ça ne va toujours pas quand on me dit la maison individuelle, elle est exclue, c'est tout à fait anormal. Bon, il faudrait la remettre dans le prêt à taux zéro avec des exigences de sobriété foncière, par exemple. Mais il ne faut pas tuer la maison individuelle, les Français l'aiment. Ça, Patrice Vergrit ne l'a pas obtenu encore. L'assouplissement des crédits pour que les ménages, dans ce régime d'inflation aujourd'hui, puissent continuer à acheter. On a des décisions qui ont été prises il y a quelques heures. Elles sont très insuffisantes. Bon, je sais que le ministre du Logement lui-même, il l'a dit au congrès de la FNAIM avant-hier, aimerait qu'on fasse mieux. Bon, voilà. Donc, les mesures ne sont pas suffisamment puissantes aujourd'hui. Et est-ce que renforcer la collaboration interministérielle, je veux dire, entre le ministre du Logement, le ministère d'écologie et celui de l'Environnement, est-ce que ce ne serait pas aussi une piste à envisager, étant donné que les trois sont intimement liés, hein. On a d'un côté le marché de l'immobilier, les contraintes liées à la rénovation et à l'efficacité énergétique. Est-ce que c'est aussi peut-être un manque de travail collectif Oui, puis j'irai même plus loin. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a un lien qui est malmené, c'est le lien emploi-logement. Les entreprises de France vous disent, nous, on a des problèmes parce qu'on ne peut pas s'installer, se développer, parce qu'on n'arrive pas à loger nos salariés, où que ce soit en France. Notamment à Dunkerque, où il y a des gigafactories qui arrivent, le ministre sait qu'il va avoir un problème de logement, mais violent. On attend la création, probablement, de 12 000 emplois sur le bassin de Dunkerque. Où va-t-on loger ces personnes ? Donc, le ministère du Travail, le ministère des Entreprises sont concernés. Le logement est au cœur de l'essentiel des problématiques. L'interministériel ne fonctionne pas bien. Je suis d'accord avec vous. Alors, qui est chargé de l'interministériel ? C'est la Première ministre, déjà. Est-ce qu'il faut nommer un délégué interministériel pour mettre de l'huile dans les rouages ? J'en sais rien. Je pense que la ministre du Logement, qui est un homme de dialogue avec ses collègues, mais vous avez raison. La prise de conscience, si elle n'est pas collective, et puis il faut que ça remonte à Bercy. Quand vous voyez que 1 euro investi dans le logement rapporte à l'État 3 euros, en gros c'est ce rapport-là, on a un budget du logement de 37 milliards d'euros, et le rapport pour la collectivité il est de 92 milliards d'euros. Bon, c'est pas tout à fait 1 à 3. Et que malgré ça, on vous dit qu'il faut encore baisser le budget du logement, alors qu'en fait, c'est un investissement, le logement. Vous vous dites, à Bercy, il y a une compréhension qui n'est pas établie, et jusqu'à l'Élysée. Voilà. Donc, oui, moi aujourd'hui, comme beaucoup d'observateurs, je ne suis pas satisfait du regard que le pouvoir exécutif porte sur ce dossier-là. C'est du moins le ressenti de beaucoup d'observateurs. Oui. Pour clore ce sujet, une fois de plus, un professionnel a décidé de vous poser une question, un professionnel cette fois du secteur de l'immobilier et du notariat. C'est le moment de notre question pro. Sylvain Pruvot, agent immobilier, ancien clerc de notaire depuis plus de 30 ans, agent immobilier depuis 3 ans, sous l'enseigne Côté Particulier. 2 agences, donc Saint-Paul-sur-Ternoise et Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Alors moi, ma question, quelle est notre responsabilité quand un vendeur nous apporte un dossier technique, DDT, comprenant en particulier un DPE qui est improbable, tant sur la forme, la lettre, que sur le fond, descriptif technique, pour la rédaction d'un compromis de vente. Notre responsabilité est-elle engagée ? En effet, les vendeurs confondent certification de personne et certification d'entreprise. Merci. Alors, grosse crainte des professions immobilières vis-à-vis de leur responsabilité à transmettre des documents, des dossiers techniques de diagnostic, notamment celui du DPE. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce professionnel, Henri Buzicazo ? La contrepartie de la mission et du poids de la mission du diagnostiqueur, c'est la responsabilité. Dans tous les métiers, c'est comme ça. Et donc le besoin d'ailleurs d'être assuré en responsabilité civile professionnelle en cas de problème. Alors,
En première ligne, il y aura toujours le diagnostiqueur. Il vous donne un DPE, qu'est-ce qu'il est? Vous n'êtes pas un spécialiste, vous allez prendre argent comptant, comme on dit, le document, c'est lui qui sera responsable. Mais ce professionnel a tout à fait raison de dire, est-ce que moi, comme intermédiaire, mandataire, agent immobilier, je ne vais pas aussi être recherché en responsabilité? Parce que, en réalité, l'acquéreur d'un bien, ou le locataire, lui, il va avoir des professionnels. Il n'est pas obligé de distinguer entre les compétences. Et son avocat peut très bien engager la responsabilité de toute la chaîne. Et après, les assureurs s'arrangeront, etc. Le principe de l'opposabilité, c'est ça. C'est, vous êtes engagé, vous êtes agent immobilier, c'est vous qui avez trouvé ce diagnostiqueur, ou en tout cas, vous l'avez eu en main exactement. Moi, je ne sais pas lire un diagnostic, mais vous êtes agent immobilier, vous deviez voir que la lettre D était très improbable, vu l'année de construction de l'immeuble. Enfin, voilà. Le notaire, puisque ce monsieur a été clerc de notaire, le notaire en bout de course, sa responsabilité pour être recherché. On lui dira, mais attendez... On a souvent peur d'aller chercher la responsabilité du notaire, parce que c'est le notaire. Mais oui, mais voyez-vous, très très clairement, nous avons auditionné dans le groupe de travail que vous évoquiez tout à l'heure, les assureurs, qui assurent les diagnostiqueurs, qui assurent... Ils sont de moins en moins. Hein. Alors, ils sont de moins en moins nombreux, et oui, qui assurent les architectes, qui réalisent aussi des audits énergétiques, hein, ils sont candidats pour le faire, et ces assureurs, peu nombreux, on a eu du mal à obtenir qu'ils s'expriment, on en a trouvé 2, et il y en a essentiellement 3 ou 4 sur le marché, nous ont dit 2 ou 3 choses très claires, augmentation des primes qui vont aller avec la responsabilité majorée, désormais dans l'audit, nouveaux produits, il va falloir s'engager sur les travaux à faire et leurs résultats. Mais les assureurs disent, mais attendez, vous mesurez la responsabilité? On pourra revenir sur le prix d'une maison parce que les travaux n'ont pas été bien mesurés, les travaux à faire. Mais nous, on va devoir payer des sommes considérables, alors on va augmenter nos primes. Voire on va sortir du marché. Voilà. Donc il y a un problème crucial de responsabilité. L'État doit le mesurer aussi parce qu'il faudra peut-être des mécanismes de réassurance publique. Si les assureurs privés disent, nous, on n'est pas au rendez-vous de l'histoire parce qu'on ne sait pas où ça va, il faudra probablement que l'État entre dans le jeu. On va partir sur le dernier sujet, donc, qui est celui du crédit immobilier, autre sujet qui passionne les Français. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a une forte augmentation des taux. On parle aujourd'hui pour un emprunt sur 20 ans d'un taux de 5% en moyenne. Hein, moi, c'est ce que j'ai vu sur les dernières statistiques. Donc, il est dit souvent, lorsqu'on s'informe, qu'on lit la presse, etc., que cette inflation a été liée aux différents conflits géopolitiques. De prime abord, le conflit ukrainien-Russie. Secondo, le conflit israélo-palestinien. Mais est-ce qu'on peut uniquement pointer du doigt ces conflits géopolitiques comme responsables de la hausse des taux, ou il y a bien autre chose Non, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir, et les économistes ne nous ont pas beaucoup avisés, je trouve. L'arrêt de l'économie mondiale à cause de la pandémie était porteur d'une inflation. Quand une économie s'arrête comme ça et qu'elle doit redémarrer après, mécaniquement ça crée une inflation. Il fallait s'y attendre. Et puis d'autres causes se sont ajoutées. Bref, toutes les raisons d'avoir une inflation soudaine et forte. Le problème, il est là, c'est qu'il y a les deux critères, et ça nous a pris à la gorge en quelque sorte. Le pouvoir d'achat de ceux qui veulent acquérir un logement aujourd'hui s'est dégradé de près de 30% au moment où on parle. Incroyable. 30% d'oxygène en moins pour acheter. C'est bien pour ça d'ailleurs que la baisse des prix a commencé et qu'elle va continuer. Il faut être très lucide. Si les prix ne redonnent pas une partie de cet oxygène perdu, eh bien, le marché ne va pas se relancer en termes de volume de vente. C'est aussi mécanique que ça. Alors, cette inflation, elle va se maîtriser, mais par ailleurs, elle est saine. Depuis 15 ans, tout le monde était ravi de ça. Les banques ne s'y retrouvaient pas dans la vente des crédits. On était sur des taux négatifs quasiment. On était sur des taux négatifs. Elles vendaient à perte les crédits immobiliers pour beaucoup d'entre elles. Alors elles se rattrapaient quand elles le pouvaient. Sur les frais de dossier, sur les produits complémentaires. On vous plaçait de l'épargne ensuite. Bon, bref. Mais
macroéconomiquement parlant, le système bancaire était fragilisé par ça. Donc l'inflation, elle a entraîné la hausse des taux. Il faut s'attendre à des taux qui ne vont pas revenir à ce qu'on a connu, et tant mieux. Tant mieux. Et les banques vont se décontracter probablement dès 2024, avec des taux qui seront peut-être stabilisés autour de 4,5. On dit qu'on est en train de plafonner. Alors 4,5, c'est beaucoup plus que ce qu'on a connu, mais les salaires sans doute auront continué à augmenter. On va apprendre à remarcher, si vous voulez, sur ces nouveaux terrains. Et à partir de là, les banques vont se décontracter, accepter beaucoup plus de prêts. Il y a un taux de refus de prêts aujourd'hui qui inquiète le ministère des Finances. Donc, ça a été dit par Bruno Le Maire. Il veut même qu'il y ait une sorte de médiateur qui soit nommé pour qu'on regarde si les refus sont justifiés, parce que les banques sont contractées trop. Il faut qu'elles en reviennent à se dire, bon là on gagne notre vie maintenant, on va continuer à examiner le risque évidemment pour le maîtriser et ne pas mettre des ménages en mauvaise situation, mais on va reprêter. Les vannes doivent se rouvrir. Mais comment baisser les prix lorsqu'on voit beaucoup de biens sur le marché pour lesquels le propriétaire a acheté en 2019, en 2020, en 2022, 2023, sachant qu'il faut amortir les frais qu'on appelle les droits de mutation, voilà, les frais de notaire entre guillemets. Comment vendre à perte? Dans ce cas, il faudrait vendre à perte, et dans des villes comme Paris, Lyon, ce ne serait pas une petite perte. Alors, pourquoi les prix ne baissent-ils pas plus vite? L'une des raisons, vous venez de la désigner. C'est-à-dire que tous les acquéreurs récents, on va dire les acquéreurs des 5 dernières années, ont une situation tendue. Est-ce qu'ils vendraient à perte? Pour certains, ça peut poser un problème. Typiquement, les obligations de vente précipitées, par exemple des divorces. Souvent le cas. On sait que dans les grandes villes, dans les 3 ans qui suivent un mariage, il y a des divorces dans un cas sur 2. Bon, c'est terrible. Et donc effectivement, au bout de 3 ans, la plus-value à laquelle vous pouvez prétendre n'a pas amorti les droits de mutation, qui sont très élevés en France, on le rappelle, 8,5% à peu près. Ça, c'est des situations difficiles. Heureusement, ce n'est pas la majorité du nombre des biens qui sont sur le marché. C'est peut-être, allez, je vais avancer une statistique qui est à vérifier, mais c'est peut-être 5%. Bon. Donc vous avez raison de l'évoquer, mais c'est 5%. Tout le reste sont des gens qui oublient un peu qu'ils ont fait une grosse plus-value quand ils ont acheté 10 ans, 15 ans avant ou 30 ans avant. Ils se sont enrichis grâce à la plus-value, tant mieux. Ils vont faire un peu moins de plus-value, mais ils ne vont pas faire une moins-value. Et il l'oublie. Voilà, le vendeur oublie que souvent il fait encore une fort bonne affaire. Et le travail d'ailleurs souvent de l'agent immobilier, c'est de lui dire, attendez, regardez, vous aviez acheté quel prix? Voilà, oui c'est vrai, un petit peu moins. Et comme vous-même vous rachetez après, c'est souvent le cas, vous allez aussi racheter moins cher, le marché est baissier. C'est cela. Donc j'ai quelques chiffres, et là j'ai besoin de ma fiche. D'après le courtier Finance Conseil, en 2022, pour emprunter 300 000 €, il fallait gagner 4 337 € de revenus mensuels. Oui. Et aujourd'hui, donc fin d'année 2023, pour la même somme empruntée, c'est-à-dire 300 000 €, il faut désormais 5 286 € par mois pour emprunter la même somme. Et cela lié, bien entendu, à l'augmentation des taux. C'est-à-dire qu'il faudrait gagner 1 000 € de plus par mois sur un an. Oui. Personne ne gagne ça, on est d'accord, personne ne va être augmenté de 1 000 €. Alors il y a une conséquence, il faut dire la vérité là-dessus. Je ne l'entends pas. Est-ce qu'on reviendra à une accession à la propriété aussi vigoureuse qu'il y a 2 ans? La réponse est non. Ça veut dire qu'il y aura moins de propriétaires nouveaux dans les années qui viennent. Voilà. Le taux de propriétaires occupants va baisser. Il est en train de baisser. Je crois qu'il était à 58%, il est en train d'aller vers 57% en 2 ans. Certains observateurs parlent de tuer le propriétariat français. Vous partagez ce point de vue? Je ne partage pas ce point de vue. Je parle d'une moindre vague d'accession à la propriété. Ça veut dire d'ailleurs que derrière, il faut des investisseurs pour qu'il y ait des solutions en location. Plus d'investisseurs. Et bien sûr, des aides publiques qui vont quand même permettre à un plus grand nombre de ménages de franchir la marche, parce que la marche est plus haute qu'avant, vous venez de le dire. Mais certains ne la franchiront pas, la marche. Est-ce que c'est une catastrophe ?
Les banques aujourd'hui exigent, derrière vos chiffres, il y a ça, un apport personnel beaucoup plus important. Elles n'en exigeaient même plus. Est-ce que c'était bien? Parle de 20% aujourd'hui? Oui, entre 20 et 35%. Bon. Est-ce que c'est bien d'exiger un apport personnel? Oui. D'abord, ça sécurise l'opération. Typiquement, vous disiez... Ça sécurise le banquier s'il souhaite vendre dans l'urgence. Mais même par le une particulier, saisie il est obligé de vendre, eh bien, il a cet apport personnel. Peut-être qu'il sera écorné ou perdu, mais il va pouvoir repartir sur une nouvelle vie. S'il n'a pas fait ça, il reste avec un endettement auprès de sa banque. Donc, il faut se rappeler des périodes pas si anciennes. Il y a 20 ans, on exigeait un apport personnel. Tout à fait. On ne finançait pas forcément vos frais de notaire. On est allé jusqu'à financer 110%. 110%. Mais oui, mais c'est un risque pour la banque, c'est un risque pour le ménage en cas de difficulté sociale. Donc, moi, je trouve qu'on gagne en responsabilité. On a beaucoup dit, allez, il faut que tout le monde soit propriétaire, mais tout le monde n'est pas prêt à l'instant T à devenir propriétaire. Vous n'avez pas épargné, votre stabilité sociale, personnelle n'est pas établie. Typiquement, vous n'avez pas encore trouvé le conjoint avec qui vous allez faire votre vie. Bon. Et donc vous allez vous séparer une fois, deux fois, trois fois. Ça ne convient pas à la propriété immobilière, qui est un parcours de long terme. Donc moi, je ne suis pas catastrophé quand je vois ça. Mais nous n'aurons plus le même taux de propriétaires occupants dans les années qui viennent. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Donc vous dites qu'il faut retrouver une vigueur du marché de l'immobilier. Ça passe par une baisse des prix, une correction significative. Vous l'estimez à combien cette correction ? Oh, vous savez, j'associe ma voix à celle de grands patrons de réseau qui ont dit, parfois une seule fois, ils ont eu du mal à le répéter, mais c'est la vérité. Il faudrait que fin 2023, on ait acté entre moins 10 et moins 15% de baisse. On n'y est pas. L'année, elle est presque finie. Peut-être il y a un certain attentisme des deux parties, les vendeurs qui attendent que ça se stabilise ou que ça remonte, et les acheteurs qui attendent que ça baisse de manière plus drastique. Les acheteurs, moi j'ai qu'un message très pratique envers eux, les agents immobiliers le disent, ils ont le pouvoir aujourd'hui. Bon, le pouvoir a changé de camp. Ils tiennent le levier et souvent ils manquent d'audace. Dire à un vendeur, surtout s'il a déjà fait une plus-value et qu'il n'y a pas de situation dramatique, écoutez, je vous fais une proposition à moins de 10%, alors que le vendeur il était prêt à moins 7%, eh bien oui, il va falloir tomber d'accord là-dessus. L'intermédiaire, quand il y en a un, il apporte ça. Il vous dit, allez, ça devrait passer. Bon. Il faut forcer le destin. Parce que si on attend, déjà, est-ce qu'on peut attendre celui qui a besoin de trouver un logement parce qu'un enfant va naître? Il ne peut pas attendre très longtemps, hein, vous savez, bon, voilà, il peut attendre 9 mois maximum. Donc, il faut provoquer la négociation, et c'est ça, c'est provoquer un accord entre les parties. Aujourd'hui, c'est du côté de l'acquéreur. Et pour conclure, pour donner un conseil, un avis à certains qui souhaitent se lancer ou investir dans un projet immobilier, la baisse des prix devrait donc continuer ? Oui, elle va continuer. Elle va continuer pendant toute l'année 2024, c'est certain. Peut-être même au-delà, ça va dépendre de l'ampleur qu'elle aura eue en 2024. Et pour moi, j'ajoute une question à la vôtre, est-ce que les prix pourraient repartir à la hausse dès 2025 ? Non. Je pense qu'on est dans une période, on va aller vers un palier après la baisse, et donc des logements dont le prix sera enfin plus abordable par rapport aux revenus des ménages. Donc on va retenir qu'une correction sera méritée, en fait, du moins pour assainir le marché. Oui, c'est clair. Henri Buzicazo, merci. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver pour notre prochain numéro du Grand Débrief de la transition énergétique.